Bienvenue dans cette nouvelle édition du Tonight sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Retour sur la rencontre entre le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et la diaspora congolaise de France qui s'est tenue à Paris. La résolution de la crise politique, la relance de l'économie ou encore la lutte contre la corruption étaient au cœur des échanges. De nouvelles perspectives ont été proposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union monétaire ouest-africaine en vue d'établir un cadre de référence en Afrique dans le domaine de la concurrence entre États et promouvoir la concurrence loyale entre eux. Et enfin, la 19e édition du Tour cycliste du Bénin a livré son verdict. La compétition a regroupé 90 coureurs de 15 équipes sur un total de 646 470 km. Et le cycliste érythréen Abdel Yoel a réitéré l'exploit en conservant le maillot jaune du vainqueur. Mais d'abord, l'effervescence monte au Tchad. Ce lundi, plus de 8 millions de Tchadiens sont appelés aux urnes afin de départager 10 candidats dans un scrutin présidentiel censé mettre partiellement fin à une transition qui a duré 3 ans. Ce scrutin se tient après 3 semaines d'une campagne électorale. Le président de la transition, Mahamad Idriss Déby, qui peut compter sur une coalition de plus de 210 partis politiques, fera notamment face au principal opposant Succès Masra, devenu Premier ministre en janvier. Et alors que la tension monte dans le pays, des inquiétudes surgissent quant à la transparence du scrutin. À ce propos, l'Agence nationale de gestion des élections a affirmé ce vendredi son intention de suivre à la lettre le nouveau code électoral. Ce mercredi 1er mai, Félix Tshisekedi a présenté les priorités de son second mandat à la diaspora congolaise de Paris. Création d'emplois, sécurité, amélioration du pouvoir d'achat ou encore diversification de l'économie. Le chef de l'État a dressé une liste non exhaustive de ses priorités et invité les Congolais de l'étranger à y jouer leur partition. Philoméntine. Selon certains observateurs, la diaspora congolaise peut jouer un rôle non négligeable dans le défi du développement de la République démocratique du Congo, RDC. Fort de ce constat, le président Félix Antoine Tshisekedi ambitionne d'associer les Congolais établis en France dans la mise en œuvre des 6 axes prioritaires de sa gouvernance au cours des 5 prochaines années. Il s'agit de la création d'emplois, la sécurité, l'amélioration du pouvoir d'achat, la diversification de l'économie, l'accès aux services de base et la modernisation de l'administration. Alors, le président est connu pour avoir, lors de son premier mandat, fait plusieurs promesses qu'il n'a jamais tenues au point d'être brocardé dans les réseaux sociaux pour le nombre de promesses non tenues. Alors, qu'est-ce qui peut faire que cette fois-ci, on puisse lui accorder le bénéfice du doute qu'enfin, il va honorer ses promesses? Alors, la diaspora congolaise de France a beaucoup à apporter au pays, notamment en termes d'investissement et d'échange d'expériences avec les Congolais de l'intérieur du pays. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est encore détériorée depuis début 2024, suscitée par les agissements du M23, notamment au Nord Kivu. Pendant ce temps, les autorités du pays sont dans la recherche d'une paix durable. Une des pistes de solution à cette crise sécuritaire serait l'unité nationale, selon le président Félix Tshisekedi. Il lance à cet effet un appel à l'unité auprès de la diaspora. Il y a beaucoup de Congolais qui ont été formés sur le plan sécuritaire en France et il y en a beaucoup qui sont dans l'armée française qui peuvent aider le président Félix Tshisekedi dans la réforme de l'armée. Donc voilà globalement ce que les Congolais de France et ceux d'ailleurs de la diaspora peuvent apporter au programme du président Tshisekedi. Mais la mise en place de tout cela, ça dépendra beaucoup plus de ce que le président Félix Tshisekedi est capable de faire et de proposer concrètement. La RDC bénéficie de larges transferts de sa diaspora, estimés à 3% du produit intérieur brut. En 2023, les transferts de fonds de la diaspora de ce pays d'Afrique centrale ont atteint un montant d'1,4 milliard de dollars, selon la Banque mondiale.
Et alors que les combats se poursuivent entre le Hamas et Israël, l'espoir d'une trêve renaît grâce à la médiation égyptienne. Une délégation des membres du Hamas est arrivée au Caire ce samedi 4 mai en matinée. Objectif, discuter d'un potentiel accord avec Israël associé à une libération d'otages. Selon des médias locaux, les médiateurs égyptiens seraient parvenus à une formule consensuelle sur la plupart des points de désaccord. Du côté d'Israël, un haut responsable a déclaré qu'une délégation sera envoyée au Caire seulement en cas, je cite, d'avancée positive sur le cadre d'un possible échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. Comment garantir un environnement stable et favorable à la concurrence dans les pays de la région? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union monétaire ouest-africaine ont réuni des experts des deux institutions le 2 mai 2024 à Abidjan en vue d'établir un plan d'action commun pour assurer une compétitivité saine, loyale et promouvoir l'efficacité et la croissance économique. Marie-Roger Kouaou. En Afrique, des institutions économiques telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, œuvrent à garantir un environnement stable et favorable à la concurrence dans les pays de la région. Les législations des deux institutions veulent atteindre un objectif global, notamment l'intégration économique afin d'assurer de façon durable le développement socio-économique dans l'espace communautaire. Des experts des deux institutions réunis le 2 mai 2024 à Abidjan envisagent la finalisation d'un plan d'action. Le principe de base est de tout mettre en œuvre pour créer des chances égales pour toute personne physique ou morale opérant dans la région, afin d'assurer une compétitivité et une compétition saine, loyale et promouvoir l'efficacité et la croissance économique. La concurrence relevant d'une grande importance dans les institutions et les États en Afrique, la CEDEAO et l'UEMOA sont caractérisées par des règles matérielles quasi identiques, à l'exception de certaines interdictions spécifiques prévues par l'UEMOA, notamment la pratique anticoncurrentielle, imputable aux États membres. La collaboration entre ces institutions permettra de parvenir à un cadre de référence en Afrique dans le domaine de la concurrence face à la question de multi-appartenance à des organisations. Nous allons passer en revue l'accord de coopération qui existe entre nos deux institutions. Le professeur Filiga, commissaire, vous en a donné la quintessence pour nous assurer que nos activités seront bien synchronisées, en harmonie, pour nous permettre d'avoir un cadre économique sain, une concurrence saine et loyale au sein de l'espace ouest-africain, CEDEAO-UEMOA. L'Afrique, qui ne génère que 3% du PIB mondial, s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'intégration économique et de développement durable dans son plan d'action d'ici 2030. Le principal objectif, faire de la zone de libre-échange continentale africaine un moteur de croissance inclusive et renforcer les échanges commerciaux intra-africains. Cela implique la réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires dans les pays membres. Dans l'actualité économique, 62 milliards de francs CFA ont été décaissés par le gouvernement ivoirien pour renforcer les PME qui représentent au moins 20% de l'économie du pays. Il compte investir cette somme dans le développement à l'échelle nationale de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Côte d'Ivoire. Esther Conan. En Côte d'Ivoire, les PME constituent 98% du tissu des entreprises et représentent une part importante de l'économie pour 20% de la valeur ajoutée et 23% d'emplois. Booster l'innovation et la croissance des PME est un impératif pour le gouvernement ivoirien. À cet effet, une stratégie nationale de développement de l'entrepreneuriat et l'innovation pour un coût global de 62 milliards de francs CFA a été mise en œuvre par les autorités du pays avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Parce que le monde va vite, il y a des chocs exogènes, il faut pouvoir s'adapter et notre pays ne doit pas être en reste, nous devons continuer d'aller de l'avant. Et réaliser en fait la vision que le chef d'État a fixée pour 2030, être un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.
Mais cela ne peut pas se faire en dehors d'un secteur privé qui soit fort. La mise en place de cette stratégie repose sur 16 programmes qui devraient répondre aux défis majeurs du secteur, notamment booster l'innovation et la croissance des PME sur la période de 2024 à 2028. L'économie ivoirienne regorge de ressources et de potentiel. Ça n'est plus à prouver. Ce qui manque en fait, c'est notre capacité réellement à transformer ce potentiel-là en prospérité. Donc c'est réellement comment est-ce qu'on peut avoir des produits compétitifs et comment est-ce qu'on peut être dans une dynamique en fait où la création de ces produits-là répond aux besoins de la population et aussi crée de l'emploi pour la jeunesse. À noter que le développement des petites et moyennes entreprises constituant une opportunité pour la diversification et la structuration de l'économie du pays d'Afrique de l'Ouest ne pourrait se réaliser que si leur contribution à l'économie est accrue et inscrite dans un cadre institutionnel approprié. Le Ghana et la Côte d'Ivoire font face à une crise qui touche la production du cacao, une crise qui se matérialise par la pénurie de fèves, laissant ainsi les deux pays dans l'incapacité de livrer jusqu'à 500 000 tonnes de fèves de cacao prévendues à environ $2 000 la tonne. Ce volume manquant représente environ 20% de la production conjointe des deux pays. Les détails avec Cheikh Omar Kamara. Les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana font face à l'une des pires récoltes depuis des décennies, les laissant dans l'incapacité de livrer jusqu'à 500 000 tonnes de fèves de cacao prévendues à environ $2 000 la tonne, selon des sources du secteur, mettant en péril l'économie des nations et l'approvisionnement mondial en cacao. Les conséquences de cette crise pourraient être ressenties à l'échelle mondiale, avec des répercussions ponctuelles sur les prix des produits à base de cacao et sur l'industrie chocolatière dans son ensemble. La question de la productivité du Ghana et de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le cacao est à regarder avec une double casquette. La première, c'est celle d'un observateur qui regarde un continent qui se dit qu'une partie de la production agricole devrait être transformée localement. Et donc, du coup, cette partie qui est transformée localement va manquer aux importations des pays qui ont toujours acheté le cacao pratiquement brut. Deuxième, c'est cette critique qui a été largement lancée sur à la fois le fait que les plantations ont vieilli et qu'elles n'ont pas nécessairement été maintenues de la bonne manière, mais aussi cette critique que l'Union européenne a formulée sur l'extension des champs quant à la déforestation. Face à la pénurie de fèves, les producteurs ont décidé de reporter les livraisons à la prochaine saison de récolte qui débutera en octobre 2024. Une décision qui aura des répercussions sur les approvisionnements mondiaux de cacao et pourrait maintenir les prix à un niveau élevé à court terme. Ce qu'il faut aujourd'hui être en mesure de regarder, c'est la production totale, celle qui est consommée sur le continent par la transformation locale et éventuellement l'évolution des demandes internationales. C'est une question d'agriculture qui commence à être une question géopolitique. Les dernières données montrent également qu'un volume de 1,35 million de tonnes est arrivé dans les ports ivoiriens entre le 1er octobre et le 28 avril 2024, soit 450 000 tonnes de moins qu'à la même période en 2022-2023. Dans un tel contexte, certains estiment que le marché pourrait rester volatile au cours des prochains mois. Le Kenya et la Tanzanie ont été placés sous alerte depuis le samedi 4 mai 2024 en raison du cyclone Idaya qui s'apprête à frapper le Kenya alors que le pays subit déjà de violentes inondations. Dans ce contexte, le président William Ruto a décrété l'état d'urgence et reporté sine die la réouverture des écoles initialement prévue lundi prochain. Par ailleurs, le phénomène climatique a également dans son œil la Tanzanie. D'après le Centre climatique régional ICPAC, le cyclone Idaya culminera avec des rafales de 165 km/h lorsqu'il touchera terre en Tanzanie. Les deux pays ont suggéré aux habitants des zones à risque de prendre des précautions. Rappelons que depuis mars 2024, au moins 400 personnes ont été tuées en Afrique de l'Est et des dizaines de milliers ont été déplacés par les pluies torrentielles.
C'est un bon grimpeur, un bon rouleur, mais aussi un bon sprinter. L'Érythréen Abteaeb Yoel s'est hissé au classement général du Tour cycliste international du Bénin qui s'est achevé ce 4 mai 2024. Il a notamment conservé le maillot jaune et est suivi de 9 coureurs, dont 5 Marocains. Le maître de course est toutefois le cycliste algérien Hamza Yassine qui compte 3 victoires en 4 étapes. Un sujet de Christian Diamadou. Le Tour du Bénin amorce sa dernière ligne droite le 4 mai 2024 avec la 5e et dernière étape entre Agbanizoun et Cotonou, 154,280 km. 3 des 4 premières étapes ont été remportées par l'Algérie et son coureur Hamza Yassine. Mais au classement général, l'Érythréen Yoel Abteaeb de la Team Bike Aid, venu d'Allemagne, conserve le maillot jaune, suivi de 9 coureurs, dont 5 Marocains. Vous savez, Yoel Abteaeb a été le meilleur jeune sur le Tour du Rwanda il y a 2 ans et les Érythréens ont cette constitution naturelle-là d'être de bons grimpeurs en Afrique. Voilà, ce sont de très bons grimpeurs dont on savait que ce massif-là ne l'effrayerait pas lui. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'en plus d'être un bon grimpeur, c'est un bon rouleur et c'est même un bon sprinter. Voilà, c'est un coureur assez complet. Avec 2 secondes d'avance sur son premier concurrent, Gad Azedine, l'Érythréen Yoel Abteaeb est bien parti pour gagner la course en solitaire. Le maillot jaune compte sur ses atouts pour remporter la compétition. La vitesse du Tour du Bénin oscille autour de 41 km/h. Aujourd'hui, ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est que le Tour s'est relevé. On ne choisit pas des gens qu'on amène ici pour battre, non. On choisit des gens pour grandir. On choisit des gens par rapport à leur considération aux lettres d'invitation qu'on leur envoie. S'ils répondent vite, ils sont dans le Tour. S'ils ne répondent pas vite, ils ne sont pas dans le Tour. S'ils répondent et la priorité est donnée aux équipes africaines, c'est important pour nous. Mais si les équipes africaines ne répondent pas vite, comme le Nigeria qui n'est pas venu, comme la Sierra Leone qui n'est pas venu, tant pis pour eux. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Nous devons prendre nos responsabilités en tant que nations africaines. La 19e édition du Tour cycliste international du Bénin regroupe 90 coureurs de 15 équipes sur un total de 646,470 km à travers plusieurs villes du Bénin. La compétition sera clôturée le 4 mai avec le Grand Prix de Cotonou, 104,4 km, 10 tours. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.